Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission Les grandes contradictions. Investiture du président de l'Assemblée nationale, c'était hier. On va en parler dans un instant, même si cette cérémonie n'existe pas dans la constitution du Bénin ni dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. De toutes les façons, nous allons faire plaisir à l'autorité parlementaire et on va en parler. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Président du journal des journalistes parlementaires. Je ne sais pas pourquoi vous rappelez cela. Votre patron était en fait hier, mais j'arrive. Je vais commencer plutôt par Achille Wusso. Achille Wusso, investiture du président Vlavono. On dira que même si vous faites constater que la cérémonie d'investiture d'un président de l'Assemblée nationale au Bénin n'est pas constitutionnelle et aussi qu'il n'y a pas de disposition du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui nous renvoie à cela. Et on peut quand même dire que depuis un certain nombre d'années, ce fait est comme une tradition chez nous. Et le président Louis Vlavono n'a pas certainement voulu dérober à la règle en s'alliant sur ses prédécesseurs qui, depuis le président Idji Kola Olé, ont institué cette cérémonie en passant donc par Mathurin Kofi Nago, Adrien Mbedi, pour en venir à Louis Vlavono aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, on dira quand même que d'une manière ou d'une autre, ça vient un peu pour enrichir l'actualité politique, pour enrichir la pratique politique dans notre pays, et pour animer aussi la vie des institutions. Et on va peut-être souhaiter que désormais que cela se passe de façon, que cela prenne un caractère officiel, comme vous l'avez d'une manière ou d'une autre relevé dans votre introduction tout à l'heure. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même de l'argent du contribuable béninois qui est dépensé et il faut quand même que, même si l'Assemblée nationale a une autonomie financière, il faut quand même que la gestion des ressources publiques ait une traçabilité. Et c'est par rapport à ça que on va souhaiter sur ce plateau que désormais, si c'est devenu une tradition et que ça ne gêne pas la pratique parlementaire, qu'on institue désormais l'investiture du président de l'Assemblée nationale et que cela prenne vraiment un caractère officiel. On saura que désormais, au-delà de l'investiture d'un président d'un président de la République, il y a aussi possibilité au Bénin qu'on fasse l'investiture d'un président même si cela ne prend pas la même allure, parce que de l'autre côté, on sait que le président prête serment. Voilà, prête serment sur la Constitution et ici, ce n'est qu'une cérémonie donc d'annonce des grandes... Non, bon, d'une manière ou d'une autre, le discours du président de l'Assemblée nationale nous annonce ses bonnes intentions pour les pratiques parlementaires. Nous allons en parler tout à l'heure par rapport à ce discours. Gaspard Adjamossi, Louis Vlavono s'écarte de la vision Talon. Enfin, moi, je ne sais pas. Talon qui essaie quand même, le président Talon, j'allais dire, qui essaie de faire les choses oui, avec je ne sais pas si c'est élégance. Je ne sais pas si c'est le président Talon qui vous l'a dit, qu'il a une vision et que quelqu'un s'écarte de la vision. C'est peut-être à vous de nous expliquer davantage ce que vous dites par cela. En tout cas, si c'est de la cérémonie d'investiture que vous parlez, je voudrais préciser
qu'il y a eu 2 cérémonies à l'Assemblée nationale le jeudi 13, hier, effectivement. Il y a eu d'abord l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, la première d'ailleurs de cette année. Et c'est cette cérémonie qui a été couplée avec la cérémonie d'investiture. C'est vrai qu'on peut disserter sur la pertinence d'une pareille cérémonie. Et je crois que vous l'aviez dit tout à l'heure. Certes, ce n'est pas dans la Constitution, certes, ce n'est pas dans le règlement intérieur, mais les juristes disent souvent que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et donc, déjà que c'est quelque chose qui se faisait, et depuis fort longtemps, quand on dit qu'il faut que ce soit officiel, non, c'était officiel. Peut-être qu'il faut l'instituer, mais qu'est-ce que nous voulons par instituer? Qu'est-ce que nous voulons dire par instituer? Parce qu'en réalité, il y a ce que les gens appellent, et je crois que Achille l'a dit tout à l'heure, usage, pratique, tradition. Et c'est des faits qui ne sont peut-être pas retracés dans les textes, mais qui rentrent dans les habitudes. Quand vous prenez par exemple les États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de limitation de mandat dans la Constitution américaine, mais il ne vient à la tête d'aucun président américain de faire plus de 2 mandats. C'est ce que les gens appellent usage, tradition ou pratique, qui c'est rentré dans les habitudes. Et donc, quand le président il dit ça ne se faisait pas. Quand lui, il a commencé, il s'est fait investir, quand il a été élu, c'est rentré dans une forme d'habitude et de tradition et chaque président qui vient à la tête de l'institution essaie d'en faire usage. Et comme Achille l'a dit, c'est également une occasion pour que le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, puisse décliner son programme sur la législature qui vient de commencer. Parlons justement de son programme. L'homme a fait savoir, il a parlé de la révision de la Constitution, ou bien il a envie, pour qu'au sommet de l'État, on puisse ajouter dans la Constitution l'investiture du président de l'Assemblée nationale. Peut-être ça le tient à cœur. Bon, vous savez, quand vous dites son programme, je ne sais pas si c'est son programme, mais pour ce que j'ai entendu, c'est une proposition, c'est une idée qu'il a jetée ainsi. Donc, d'ailleurs, il ne lui reviendra pas à lui seul d'entamer une procédure de révision de la Constitution. Donc, je crois que c'est une idée qu'il a jetée ainsi et que ça sera débattu par qui de droit. De toutes les façons, c'est dans les prérogatives de l'Assemblée nationale d'agir ainsi. Et donc, s'il est suivi par ses pairs et s'il est suivi au sommet de l'État, tant mieux. Maintenant, je ne sais pas si c'est ce que vous dites là qui a motivé une pareille proposition et je ne crois pas que ce soit cela. Ça. On n'a pas besoin. C'est comme si on dit, je prends ma première communion et que je veux organiser une fête pour les amis. On me dit que ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut faire pareil. Non, là, c'est deux choses différentes. Bon, si vous voulez. Si vous voulez. Achille Ossou, le président Vlavonou annonçait hier qu'il faut retoucher encore à la Constitution. Il l'a fait savoir. Oui, il l'a fait savoir, mais je ne sais pas s'il est dans la perspective d'une proposition de loi en tant que député, non en tant que président de l'Assemblée nationale. Peut-être pas avoir l'investiture. Non, en réalité, il a parlé d'une possibilité de toucher. Oui, c'est une possibilité. La possibilité, c'est pour ajouter ou pour enlever quelque chose. Ce que je voudrais même dire est que pour moi, ce que le président de l'Assemblée nationale a dit dans son discours hier me semble être une réponse à une certaine préoccupation des députés de l'opposition. Parce qu'ils vous souviennent que pendant la déclaration du groupe parlementaire des démocrates, il y avait une préoccupation comme ça qui avait été aussi agitée par l'opposition pour permettre donc désormais que notre Constitution prenne en compte un certain nombre de préoccupations que Noureni Achadé, si je ne me trompe pas, avait évoqué donc dans ce discours de déclaration de constitution du groupe parlementaire les démocrates. Donc, est-ce que nous pouvons dire que Louis Vlavonou est revenu un peu comme pour répondre à ses pairs qui, pendant donc cette déclaration, même si ce n'est pas à Vlavonou que la déclaration au président Vlavonou. Excusez-moi, au président Louis Vlavonou que la déclaration avait été adressée, quand bien même aujourd'hui il a eu la possibilité, je crois que on peut d'une manière ou d'une autre faire le rapprochement et voir peut-être que c'est dans cette logique que le président Louis Vlavonou s'est allié. Ou bien il y a une idée
qui est en train donc d'être nourri dans un cercle autour donc de la révision de la Constitution, d'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'une chose est de l'annoncer, mais l'autre chose est que cela respecte les règles de l'art, parce que quand on parle de la révision de la Constitution, on sait que la Constitution elle-même a prévu le mécanisme de sa révision. Et je crois que lorsque le moment arrivera, on verra donc ce que les députés en feront. Merci. Ce qui est important, c'est de savoir que l'idée est déjà agitée et qu'une constitution n'étant pas une Bible, encore moins un Coran, qui a la possibilité donc de la modifier, s'il y a des préoccupations qui sont aussi importantes pour que notre constitution les porte désormais, bon, moi je ne trouve pas. Il n'y a pas d'objection à la chose. L'intention a été annoncée et ils sont des représentants du peuple et en tant que tels, ils ont pouvoir donc à agir. Merci beaucoup. On va passer au deuxième sujet à présent. Gaspard Diamansi, le ministre de la Justice limogé. Mais silence radio du côté du gouvernement. Bon. Votre ami s'en va. Bon, décidément, non, même s'il était mon ami, je ne vais pas le renier parce qu'il n'est plus au gouvernement. Non, mon ami, il s'en va. On ne sait pas. Ce qui est sûr, le ministre Kenob n'est plus au gouvernement. Quelles en sont les raisons? Pour l'instant, bien malin qui pourra le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de versions qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, mais ce n'est que le gouvernement qui peut véritablement informer sur cet aspect de la question. Mais je crois que le porte-parole du gouvernement essaye d'en parler assez brièvement. Et ce qui est sûr, il est limogé, comme vous l'avez dit. Moi, je m'en tiens juste à cette information, surtout que j'ai noté son absence hier au Parlement, alors qu'en tant que ministre porte-parole et chargé des relations avec les institutions, il devait quand même, pas porte-parole, ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions, il devait quand même être du côté du palais des gouverneurs. Donc c'est un acte. Maintenant, on attend peut-être un remaniement technique pour nous dire. Mais on peut, avec ce limogeage-là, faire un retour en arrière et se remémorer les propos du président qui disait que quand même que c'est... qu'il était très content de tout cela et qu'il n'y avait pas... Voilà, il y a un de moins dans l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne joue désormais sans lui. Ah ouais, bien sûr. Achille Osso. Oui, mais je dirais simplement que le président de la République est le seul élu de la nation. Lorsque nous prenons le gouvernement de notre pays, et en tant que tel, il se fait entourer de collaborateurs. Et les ministres étant ses collaborateurs, c'est lui-même qui les a choisis. Et il a encore la liberté de se séparer de l'un de l'autre. Mais bon, c'est vrai que si on considère, si on rappelle ces propos du président de la République tenus il n'y a pas longtemps pour parler donc de l'équipe qui gagne, pour dire qu'il est vraiment content de tout cela, il y a matière à réflexion. On devrait se demander effectivement ce qui s'est passé pour que le président de la République se passe des services donc, de son ministre de la Justice. Ça veut dire qu'il y a faute grave, même si jusque-là, il n'y a pas une information officielle qui nous permet donc de savoir ce qui s'est passé. On peut quand même déjà dire que, connaissant le mode de fonctionnement du président de la République, si il est arrivé donc à se séparer du président et du ministre de la Justice, donc il y a faute grave, on peut se contenter de cela. Et je crois que les jours et les semaines à venir nous permettront de savoir réellement, peut-être que ça va fuiter sur les motifs de cette séparation. Ce qui est sûr, que Nob n'est plus ministre de la Justice dans le gouvernement de Patrice Talon, et on peut désormais dire qu'il y a encore espoir pour ceux qui espèrent encore aller s'asseoir. Ça soulage un peu là. Ça soulage. Merci beaucoup. Troisième sujet, je reste toujours avec vous, Achille Osso. 3 secrétaires exécutifs sont donc limogés à Cotonou, à Riogbe et à Semen-Podi. Les raisons ont été évoquées par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Oumwedi. Ils sont en mission pour l'État, et s'ils ne respectent pas le cahier de charge, je crois qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. S'ils ont commis des fautes qui
permettent donc de les sanctionner. Je crois qu'il faut donner le bon exemple parce que, en fait, ils ont été envoyés pour régler un problème. Il ne faudrait pas que leur arrivée apporte, leur arrivée fasse regretter la réforme. Parce qu'une réforme, c'est pour améliorer un système. Et je crois que en agissant ainsi, le gouvernement en agissant ainsi, le gouvernement donc donne des arguments pour montrer que si quelqu'un fait mal, on peut encore taper sur ses doigts. Et je crois que, bon, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Gaspard Diamossi, les autres SE doivent commencer à s'inquiéter. Non, pas forcément. Mais ça sonne comme un avertissement pour les SE qui, au lieu d'aider les maires à réussir leur mission, essaient plutôt de leur jeter des pots de banane ou leur mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'en réalité, la réforme, ce n'est pas pour créer des situations conflictuelles entre les SE et les maires, mais c'est malheureusement à cela que nous assistons. Donc ceux qui font encore de la résistance et qui embêtent leurs maires n'ont qu'à faire attention. C'est un avertissement. C'est pas moi qui avertis, c'est le limogeage qui avertit. On va parler d'un autre sujet à présent. On va parler de l'ancien président, même si Yahi Boni chante ici et Gbagbo de l'autre côté d'Abidjan. C'est la saison. Apparemment, on va assister à un concert dans les jours, les mois à venir. Non, surtout que parmi les présidents actuels, il y a un bon danseur. On veut parler de notre président. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut aussi dire que le chef de l'État, Patrice Talon, il sait bien danser. Là. C'est ce que je disais tantôt. Donc, il va danser au son de la guitare de Boni Yahi et du piano de Laurent Gbagbo. Il surprend chaque jour. Non, il surprend chaque jour. C'est peut-être sa manière de louer son Dieu parce que justement, il a chantonné en louant son Dieu. Moi, je ne sais pas pourquoi ça fait tellement le buzz et que les gens en ont fait une histoire à dormir debout. Mais vous savez, il est d'un naturel et d'une originalité où quand il sort, il y a toujours... il y a toujours des... D'accord, merci beaucoup. Et Assilous, vous avez quelque chose à placer par rapport à... Vous m'avez fait tellement marrer que je ne sais même plus ce qu'il faut dire. Ce que j'attends, c'est que, bon, peut-être un jour, au président Patrice Talon aussi, de devenir président, et que l'orchestre soit au complet. Peut-être que, bon, nous allons voir quand Kagame sera là aussi. Peut-être que lui-même, il s'y connaît un peu. Et nous aurons l'orchestre des présidents ou anciens présidents de nos pays. Ce ne serait pas mal, hein. Ce ne serait pas mal. Il paraît que déjà, il y a une maison d'enregistrement qui a proposé ses services à Boni Yahi pour venir se faire enregistrer au studio. Donc, ce serait bien. N'importe comment, je crois que cette vidéo de l'ancien président qui a fait le tour a quand même déstressé un peu, a permis, donc, à agrémenter la fête de la Pâque, n'importe comment. Donc, Gaspard l'a dit, Boni Yahi, c'est une exception, c'est une originalité. Et quand il sort, il y a toujours quelque chose. Merci beaucoup. Le dernier sujet pour terminer à présent, le fait divers de la semaine. Fawziat Sefou a proposé cette semaine, parmi ces sujets, on va choisir un sujet au hasard. La rue opine, un préservatif dans la poche du mari. Attendez, un préservatif dans la poche du mari, est-ce une preuve d'infidélité, Gaspard Diamossi? Pourquoi ça vous fait? Rien qu'en évoquant le sujet, vous vous marrez. Je ne sais pas pourquoi vous vous marrez. Le préservatif va chercher quoi dans la poche? C'est quoi, c'est pas sa place? Ah, on va vous poser la question. Et certainement, Gaspard Diamossi a une expérience à partager avec nous en la matière. Oui, j'ai même plusieurs expériences à partager en la matière. La première, c'est que j'étais à un reportage au palais, pas au palais de la présidence, au palais, je crois, au palais des congrès. Et j'avais une boîte de préservatifs dans ma poche. Bon, c'est bien entendu sa place. Quand vous étiez à Brest? Non. Non, c'était sa place parce que, qu'est-ce que vous voulez? Un homme se préserve rien qu'en ayant ça sur lui. Donc, quand il voulait
j'ai vidé ma poche et je suis passé par le truc des policiers, comment vous appelez ça? Le filtrage des policiers, le filtrage automatique. Et ça dit cri, cri, cri. Je dis, mais je n'ai plus rien dans la poche. Le gars dit, ressortez. Je reviens, je repasse. Et ça dit, ah. Et le monsieur dit, mais vous n'avez pas vidé votre... Et j'ai fait comme ça, et c'est le paquet que je suis. Il me regarde et il dit, vous les jeunes là. Et c'est en ce moment que j'ai su qu'en réalité, peut-être il y avait du fer ou quelque chose de métallique dans le préservatif qui sort. Et j'ai dû jeter ça dans la poubelle le jour-là. Donc c'est pour dire que, non, je ne sais pas, mais ma femme savait que j'avais du préservatif dans ma poche en ce moment-là. Et elle m'avait... C'est elle qui gérait ce côté-là. Non, elle m'encourageait à en avoir, je ne sais pas pourquoi. Mais après, j'ai dû abandonner cette piste-là parce que je me suis dit que c'est un piège. Et justement, j'ai un ami qui n'a pas manqué de tomber dans le piège parce que lui, il a une moto, je ne sais pas comment il a toujours l'habitude de mettre son paquet de préservatifs dans le truc de sa moto. Et il ne savait pas que sa femme avait fait le constat qu'il y avait. Et la femme n'a jamais rien dit. Mais la femme se donne le plaisir de fouiller à chaque fois pour voir si c'est intact. Et un beau matin, la femme constate qu'il manquait un préservatif dans le lot. Et bonjour la bagarre. J'étais tranquille chez moi quand le couple a débarqué. Et il dit, il faut demander à ton ami là-haut. Le préservatif est passé. Il dit que lui-même, il ne sait pas qu'il n'a pas utilisé. J'ai demandé, mais est-ce que quelqu'un d'autre utilise la moto avec toi? Il dit non. Il dit, mais... Il vaut mieux dire la vérité. Il dit qu'il n'a rien fait, donc vraiment ça n'a pas été facile. Donc c'est dangereux. Non, c'est dangereux, bien entendu. Donc, si ce n'est pas pour l'usage avec madame, moi je ne sais pas ce que le préservatif doit faire chaque fois dans la poche. D'accord, merci beaucoup Gassoua Diamos. Achille Osso, préservatif dans la poche, est-ce comment vous pouvez dire qu'un préservatif dans la poche d'un homme, c'est dangereux? Je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord parce que, en fait, un préservatif, ce n'est pas forcément pour être utilisé, mais c'est pour prendre des dispositions. Oui. C'est pour anticiper sur les choses. Elle est en direct d'ailleurs. Et donc, je crois que une femme qui trouve pendant la fouille donc, des poches de son homme, parce qu'elle va laver ses habits, elle trouve un préservatif dans la poche de son homme, il faut quand même qu'un dialogue s'instaure autour de ça, parce que, mais écoutez, bon, c'est maintenant que on peut quand même encore accuser, parce qu'on a un préservatif dans la... Il n'y a pas longtemps, les femmes souhaitaient même que les hommes utilisent le préservatif, parce que, au temps fort du sida, les femmes approvisionnaient même leurs hommes. N'oubliez pas. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on ne parle plus de sida, que ce n'est plus exposé comme ça que les hommes ne vont pas prendre leurs dispositions. Ça arrive. Donc, ces coups perdus-là, ça arrive, ça peut arriver. Et donc, ça peut permettre quand même qu'on se préserve aussi et se mettre à l'abri de tous les risques et de tous les dangers auxquels le couple peut être exposé, parce qu'il y a les maladies, mais il y a aussi autre chose que les maladies, qui est plus grave. Que la femme, je pense que la femme aurait encore aimé que son homme utilise le préservatif que d'apprendre qu'il a fait au dehors. Demandez aux femmes, elles vont rapidement faire le choix. Et donc par rapport à ça, je crois qu'il faut toujours prendre les dispositions. Merci beaucoup. Visiblement, vous êtes compétent partout. Voilà, on l'espère. Un cerceau-psychologue, un sexologue, ou comment on appelle ça? Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci à Tata Viro. En tout cas, Tata Viro a écouté toutes les explications. Maman Tayo également. Voilà. Merci à vous et bon week-end à toutes et à tous. Ce numéro de votre émission a été préparé une fois encore par l'ensemble de la rédaction. Bon week-end à vous. Contradiction, une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.